Dans une révolution, mieux vaut un chef méchant que plusieurs chefs gentils. Fidel Castro. Chers adeptes du jeu des rois et de la dame, bon retour ou bienvenue sur Seven's Rank, la chaîne à l'audimat qui porte bien son nom. Et à l'occasion de la 50e vidéo d'une chaîne lancée il y a maintenant presque un an, je vous propose l'ouverture d'une nouvelle rubrique exceptionnelle, je sais, je dis ça chaque semaine, consacrée aux parties d'échecs de personnages célèbres. Vous l'avez compris, celui que mon côté taquin surnomme Fil de fer premier Barbe Rouge, tant pour sa magnifique barbe style brosse métallique que la longévité d'un règne guerriero-bolchevique sans réel partage, celui dont on dit qu'il échappa à 638 tentatives d'assassinat de la Central Intelligence Agency, CIA, et fut le centre de l'attention mondiale dans l'épisode de la crise des missiles de 1962 pendant la guerre froide, Fidel Castro, enfant bâtard né Fidel Alejandro Castro Ruz, en 1926 et décédé en 2016 à l'âge de 90 ans, est aujourd'hui à l'honneur. Fidel Castro, c'est le natif de la terre qui donna aussi la vie au génial seigneur Capablanca. Révolutionnaire de la deuxième moitié du XXe siècle et fidèle à lui-même, c'est-à-dire qu'il trahit quand ça l'arrange, il se présente à la députation d'une circonscription de la Havane sous les couleurs du parti orthodoxe en 1952, l'année où Batista accède au pouvoir avec l'appui de l'armée, mais échoue. Fumeur invétéré de Havane, éternel flanqué de ses acolytes Ernesto Guevara, plus connu sous le nom de Che Guevara, et son frère Raúl Castro, il s'impose comme le chef du mouvement révolutionnaire M26 qui provoque la chute puis l'exil du même Batista en 1959. Devenu alors Premier ministre de Cuba par le décret du 16 février de la même année, celui qui jure alors ses grands dieux n'avoir rien de communiste face à la télévision états-unienne en avril 1959 à Washington, opère pourtant un rapprochement stratégique avec l'URSS de Nikita Khrouchtchev, lance la réforme agraire sur l'île cubaine et annonce la naissance du Parti communiste cubain en janvier 1962. Ouvrant la voie au socialisme à la cubaine, il dirige Cuba jusqu'à ce que la vieillesse et la maladie le poussent à céder la place à son frère Raúl, une première fois en 2006 et une deuxième définitivement en 2008. Je tiens à préciser, soit dit en passant, comme les pions, que cette chaîne n'a en rien vocation à porter le leader cubain au nu ni à l'enfoncer. Merci donc de garder votre propre avis sur Fidel Castro pour vous. Dictateur pour les uns, héros pour les autres, Fidel Castro était sans nul doute un aficionado de notre noble jeu. En témoignent les deux photos que j'ai tenu à partager avec vous. On le voit sur la première aux côtés de l'ex-champion du monde Tigran Petrosian et sur l'autre avec Robert James Fischer, dit Bobby Fischer, champion du monde également et considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de tous les temps. Et maintenant place au jeu et il me reste à vous souhaiter un excellent visionnage. Dans cette partie amicale, disputée à La Havane, capitale cubaine en 1966, Fidel Castro a les noirs et il est opposé à Filiberto Terrazas, auteur et représentant avec son équipe le Mexique lors des Olympiades de La Havane la même année. Filiberto Terrazas débute donc par E4, Fidel Castro répond E5 et après F4, nous avons la position de départ du Gambit du roi, l'ouverture romantique par excellence. Alors, quels sont les enjeux de ce coup F4 ? Premièrement, F4 est un Gambit, c'est-à-dire que le pion F4 est sacrifié, c'est d'ailleurs la partie, en vue de jouer sur des compensations. Et quelles sont-elles ces compensations ? Premièrement, les blancs obtiennent une majorité centrale, c'est-à-dire 2 pions au centre contre 1 pour les noirs. Secundo, la colonne F s'ouvre, affaiblissant certes le futur petit roc des blancs, mais préparant l'arrivée d'une tour qui, une fois le petit roc noir effectué, sera opérationnelle pour attaquer ce dernier. Tertio, les blancs vont chercher le développement rapide de leurs pièces en misant sur la récupération prochaine du pion F4 et une attaque de mat rapide contre le roi noir. Et on peut imaginer, sans mauvais jeu de mots, que Fidel Castro ait vu rouge, puisqu'à la réflexion, un Gambit, c'est vraiment le capitalisme bancaire dans toute sa splendeur. Tu donnes un pion avec la ferme intention de récupérer plus jusqu'au roi adverse. Un peu comme un banquier qui te fait un prêt avec les intérêts en bonne et due forme. Castro décide donc de retrousser les manches et de punir ce début de partie trop capitaliste à son goût.
Maintenant, les blancs développent leur cavalier en F3, empêchant leur roi d'être déroqué par Dame H4, échec. Et les noirs optent pour l'option compréhensible mais mauvaise, Fou D6. Alors on comprend bien sûr que les noirs désirent développer une pièce et protéger leur pion de plus. Le problème, c'est que le fou bloque le pion D7 et qu'après D4 ainsi que joué dans la partie, E5 risque d'arriver avec gain de temps, suivi dans la foulée de la récupération du pion manquant des blancs. Maintenant, H6 est joué. Après tout, G5 est thématique dans cette ouverture pour blinder F4, voire même attaquer en G4 le cavalier blanc puisque les noirs n'ont pas encore roqué. Maintenant, les blancs jouent E5, prise d'espace et gain de temps sur le fou D6 qui vient en B4, faire échec. C3 pour parer l'échec, attaque le fou qui recule en A5. Et maintenant, fou prend F4. Les blancs développent une pièce de plus, récupèrent leur pion de moins. Et du fait de leur avantage d'espace, leur majorité centrale et leur avance de développement, on peut dire que l'ouverture est une réussite pour les blancs. Fidel Castro ne se laisse pas démonter et il joue G5, attaquant le fou blanc qui recule sur G3. Dame 7, on développe une pièce, on se met en vis-à-vis du roi adverse, ça ne mange pas de pain. Fou E2 pour contrecarrer quelque peu les actions de cette dame contre ce roi blanc, on ne sait jamais. Et surtout, on s'apprête à roquer. Et ici, Fidel Castro va jouer un petit coup, somme toute compréhensible, mais en fait mauvais. Il va jouer D6, attaquant la chaîne de pions adverse et espérant l'ouverture de la position. Le problème, c'est que après E prend D6, comme joué dans la partie, et C prend D6, ce pion se retrouve faible et les blancs pourront l'attaquer à loisir. Et surtout, ce que n'ont pas vu les noirs, bien plus terrible encore, c'est que les blancs ont maintenant Dame à 4 échec, ainsi que joué dans la partie, qui représente quoi? Une fourchette sur le roi et le fou. Mince, le seul coup valable pour parer l'échec et protéger le fou, c'est cavalier C6, comme le joue Fidel Castro, mais il y a maintenant le coup D5, misère, on attaque le cavalier qui se retrouve cloué et qui est défenseur du fou de case noire. Fidel Castro perd donc une pièce et devant le fait accompli, il choisit de rapatrier son fou de case noire sur D8, sauvant ainsi ce fou et laissant le cavalier. Après D5, l'ordinateur préférait à la place le petit coup B5, mignon, avec l'idée que si la dame prend B5, on peut jouer tour B8, activant la tour, et si la dame s'en va, on peut toujours contre-attaquer sur le pion B2, et si jamais les blancs décident de roquer, il y aurait du tour prend E2, et ma foi, ça joue dans une position compliquée, mais Fidel Castro a quand même des arguments à faire valoir. D'autant qu'après D prend C6, fou B6 échec ou fou C7, les noirs conservent leur puissant fou de case noire et ma foi, la partie continue. Mais évidemment, après B5, Dame prend B5, tour B8, Dame prend C6 échec, tout est déjà terminé pour les noirs. Mais dans la partie, Fidel Castro n'a pas vu cette idée, ou plutôt il va la voir trop tard, il va à la place jouer fou D8, maintenant D prend C6 perd tout simplement une pièce, et maintenant B5 est joué par Castro, mais maintenant c'est trop tard, puisque la dame peut prendre B5, et on n'a plus la tour qui pourrait venir en B8, attaquer la dame, puisqu'il y aurait Dame prend B8, tout simplement. Dans la partie, après Dame prend B5, A6 a été joué par Castro qui attaque la dame et se débat comme il peut. Dame A4, on recule la dame et on garde le roi noir dans le collimateur désagréable de cette dernière. Et ici encore, Fidel Castro va se tromper en ratant une tactique simple mais très forte. Il va jouer G4 attaquant le cavalier blanc sans voir que C7 fait échec à la découverte et attaque en même temps le fou de case noire. Voilà pourquoi ce fou aurait été mieux placé sur C7. Fou D7 interrompt l'échec et attaque la dame blanche. Est-ce que la dame recule? Non. On a là encore un coup intermédiaire simple mais très fort. C prend D8, on prend le fou, on fait une dame puisque promotion. Donc tour prend D8 et maintenant plus ou moins forcé pour activer la pièce, protéger le fou et garder la dame au contact de ce pion tout en clouant ce fou. Donc c'est logique. Maintenant dame D4, là encore un très bon coup de la part des blancs qui viennent enlever leur dame de l'attaque du fou et viennent attaquer la tour des noirs, méfiance. Castro joue G prend F3, les blancs sautent sur la tour par Dame prend H8, sans voir après avoir aussi bien joué que Dame prend E2, échec et mat, mais soudainement fin à la partie.
Évidemment, après G prend F3, petit roc donnait les meilleures chances pratiques au blanc. De même que le simple G prend F3. Mais Fidel Castro, aidé une fois de plus par la Providence, sauve et gagne cette partie in extremis. Comme le disait lui-même l'homme fort de Cuba, l'histoire m'absoudra. Écoutez, cette première vidéo d'une, je l'espère, longue série est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à laisser un petit commentaire bienveillant. Mettez votre pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Échéquistes de tous les pays, c'est le moment, abonnez-vous. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.